Nous brisons littéralement les vieilles règles de la médecine militaire et nous pouvons déjà enseigner aux autres. Comment nous avons réussi à sauter 2 siècles dans ce domaine à propos des amputations dont un tiers aurait pu être évité et pourquoi 100 postes de secours où des milliers de nos combattants sont sauvés n'existent toujours pas officiellement. Nina Ruszecka, correspondante de TSN Tijnia, l'a constaté lors d'une évacuation de combat dans le secteur en ébullition de Pokrovsk. Nous rêvons d'avoir suffisamment d'unités mobiles de stabilisation sur le front. C'est pourquoi nous continuons à collecter des fonds pour Keep Life. Cette salle d'opération sur roue de fabrication ukrainienne est presque prête. Il ne reste plus qu'à installer l'équipement et chaque 10, 20 ou 100 heures Ivnia, via ce code QR, rapprochera le salut de nos maris, fils et filles. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution. Il s'agit d'une blessure d'entraînement et de sang artificiel. Il s'agit de recréer la réalité des événements pour qu'ils voient qu'il s'agit d'un saignement massif, que la blessure à la cuisse saigne abondamment. Les conditions sont les suivantes: une plantation forestière, 2 blessés, un véhicule d'évacuation et un itinéraire pour délivrer les blessés. N'oubliez pas qu'il y a des drones au-dessus de votre tête et qu'un groupe subversif ennemi se cache derrière n'importe quel buisson. Il s'agit d'une certaine situation de stress, d'un certain fardeau pour le corps, pour les organes de perception. Nous avons maintenant beaucoup de soldats expérimentés à qui il faut donner des effets spéciaux pour leur faire croire que cette situation est proche de la réalité. Un entraînement qui peut vous sembler être un jeu, mais c'est cet entraînement qui peut vous sauver dans une vraie bataille. Appel à l'évacuation. Pourquoi les chances de survie sont-elles beaucoup plus faibles en l'absence de tels exercices? Comment la trajectoire des blessés changera-t-elle après l'évacuation? Et pourquoi les pays de l'OTAN veulent-ils maintenant tirer des leçons de l'Ukraine? Je ne pense pas qu'ils aient jamais vu un soldat avec des asticots dans sa blessure. Au cours des premières années de la guerre, la médecine tactique est restée dans l'ombre. L'État ne semblait pas la voir, mais plus tard, il a commencé à s'intéresser aux kits de premiers secours et aux normes de l'OTAN. L'invasion à grande échelle a révélé que la médecine tactique est un mélange explosif de médecine et d'un soldat doté de bonnes compétences, notamment en matière de tir. En quelques années, nous sommes passés du garrot d'Esmarch, le paquet de bandages individuels du 19e siècle, aux tourniquets de bandages israéliens, les serviettes hémostatiques du 21e siècle. Bien sûr, il a fallu traverser une multitude de scandales. Vieilles trousses de secours, tourniquets de mauvaise qualité, amputations qui auraient pu ne pas avoir lieu. Eh bien, un tiers apparemment pour des tourniquets de mauvaise qualité, une assistance de mauvaise qualité, un tiers des cas. Les centres de formation ne pouvaient tout simplement pas faire face à l'énorme besoin du front. Les nouvelles normes de l'OTAN, vers lesquelles la médecine militaire se dirige maintenant, nécessitent une reconversion massive. Vous pouvez écrire la meilleure loi du monde. Il y a une guerre dans le pays. En ce moment même, ici et maintenant, il y a des blessés et des morts. Nous ne pouvons pas faire une pause, prendre tout le personnel militaire et dire « allons suivre les cours ». Néanmoins, 2023 a constitué une avancée tangible. Il y a 1 an, les médecins de combat ont enfin obtenu le droit de procéder à des transfusions sanguines lorsqu'il faut des heures pour arriver à l'hôpital. Cela peut sauver des vies. À partir de l'unité de stabilisation, les produits sanguins sont déjà autorisés à être transfusés. Il s'agit de plasma frais congelé, de rétrocytes, etc. Un autre changement important, il peut sauver la jambe ou le bras d'une personne. Il y a 1 an, un anesthésiste très connu, fondateur du Conseil ukrainien de réanimation, Denis Surkov, est parvenu à modifier l'un des protocoles de l'équipe de sauvetage TS3 de niveau 3 pour y inclure, par exemple, la conversion des tourniquets. Vous voyez beaucoup d'amputations, des amputations ultra hautes de membres lorsqu'il n'y a pas de moignon. Cela est dû au fait que le membre est resté plus de 8 heures sur le tourniquet. Le nombre de centres de formation augmente. Les bénévoles continuent également d'aider. Par exemple, l'organisation caritative Solomiansky Kotiki enseigne toujours le TACMED militaire. Actuellement, en Ukraine, ils enseignent selon le système TS3. Elle emploie des médecins de combat dans 187 pays. Mais une guerre aussi totale que celle que nous avons connue au cours des 70 dernières années est la seule. Les fondateurs du TC3 insistent au contraire pour que l'expérience de nos médecins de combat soit incluse dans les protocoles du TC3. Car souvent, les règles qui ont fonctionné dans d'autres guerres ressemblent à un conte de fées dans notre pays. Il n'y a pas eu de bombardement massif, pas de canons d'artillerie dans cette guerre.
Il y a eu des batailles de chars, des tireurs embusqués, des engins explosifs, des attaques terroristes et une évacuation complètement différente. Nous ne pouvons pas évacuer comme dans les films américains. Il n'y a pas d'infirmier, un infirmier. Voici le gars de droite et le gars de gauche, c'est un infirmier. Pendant ce temps, l'entraînement touche à sa fin. Les soldats souffrant de blessures artificielles ont été emmenés à l'évac. Sur le champ de bataille, l'infirmier de combat stabilise les blessés et veille à l'acheminement du soldat vers le point d'évacuation. Le scénario peut encore varier. Par exemple, celle-ci. Nous avons des points spéciaux où nous intervenons. Les blessés peuvent être de différents types, des légers aux graves. Dans le cadre de l'évac, l'infirmier de combat n'a qu'une seule tâche, vous ramener en vie. Il est pâle et terriblement fatigué. L'aiguille pénètre dans sa peau, mais il ne semble pas réagir. Il ne ressent pas la douleur. Il continue d'essayer de lui parler. Il a une blessure par balle. Un peu plus et le voilà en chirurgie mobile. L'un des médecins, Oleksandr Humeniuk, un orthopédiste pédiatrique qui était chirurgien traumatologue avant la Grande Guerre, me montre maintenant où toutes les équipes d'évacuation veulent aller. Nous entrons dans notre point de stabilisation de la 110e brigade mécanisée séparée. C'est par cette entrée que les blessés sont amenés ou évacués. Les blessures les plus courantes sont les éclats d'obus ou les balles dans les membres. La tâche ici est de stabiliser les blessés. C'est pourquoi nous avons une unité de stabilisation. Ils amputent ce qui ne peut être sauvé d'aucune manière. Ils réaniment si les évacuateurs ont réussi à l'amener à l'hôpital et pansent les blessures les plus dangereuses. Nous prélevons les restes du membre, atteignons le vaisseau principal, appliquons des ligatures et sauvons le membre. Il reste encore beaucoup à faire pour stabiliser le blessé, et ce n'est qu'ensuite qu'il aura une chance d'être transporté à l'hôpital. Nous ne faisons pas d'opération dans les cavités, nous n'allons pas dans l'estomac, mais tout le reste est également une opération. Nous parlons juste à côté des lits des blessés. Jusqu'à présent, Dieu merci, tout est calme ici. Les mauvais jours, l'hôpital recevait 80 blessés par jour. À tout le moins, le concept même de point de stabilisation devrait être introduit, car il s'agit aujourd'hui d'une décision situationnelle, ce qui signifie que chaque brigade peut ou non mettre en place un point de stabilisation. La vie a prouvé que sans eux, beaucoup moins de nos héros parviendront vivants à un hôpital lointain et complet. Les Russes sont littéralement à la recherche de médecins, d'hôpitaux et de véhicules d'évacuation. Il y a de la lumière ici, pas de fenêtre. Vous aidez et c'est tout. Et le conducteur en ce moment Et le conducteur regarde, c'est son travail. fuit des bombardements. Eh bien, cela arrive. Il chasse les stabilisateurs. De plus, la ligne de front étant dynamique et en perpétuel mouvement, les unités mobiles de stabilisation constituent un avantage considérable. Certaines d'entre elles ont été données à nos militaires par des volontaires étrangers, mais les nôtres ont développé leur propre unité mobile de stabilisation, Keep Life, et en préparent actuellement une autre qui sera utilisée sur le front. Derrière moi, vous pouvez voir une unité de stabilisation mobile qui peut modifier la dislocation. Il est complètement autonome et peut donc s'arrêter n'importe où. Il se compose de 3 parties. La première est la voiture. La deuxième est placée sur sa base. Il s'agit d'un module d'opération avec 2 lits pour la chirurgie. La troisième partie est le remplissage. Cela peut aller de la chirurgie à la dentisterie. Plusieurs de ces stabilisateurs sur roues sauvent déjà des vies en première ligne. Je suis moi-même ingénieur et technologue, mais nous avons commencé sans dessin. Selon Serhiy Neshitailenko, chef de projet, le nouveau stabilisateur mobile est à chaque fois qualifié d'expérimental, car il est amélioré à la demande des chirurgiens. Chaque appareil coûte environ 9 millions de hryvnia. Cette chirurgie sur roue est encore vide à l'intérieur. Ensuite, nous disposerons de 2 tables pour la chirurgie. Le module lui-même sera équipé de coagulateurs électriques, d'appareils à ultrasons et d'un appareil de radiographie. Et il y a bien d'autres choses encore. Mais l'essentiel est qu'un tel mini-hôpital pourra se déplacer le long de la ligne de contact, ce qui signifie que pour nos hommes, le chemin du salut sera beaucoup plus court. À l'arrivée, je peux aussi ajouter qu'en 20 minutes, il est prêt à recevoir ses premiers patients.
Il est très attendu par nos militaires, les médecins, ainsi que par leurs parents, épouses et enfants.